Ravi de vous retrouver pour une nouvelle Rick Hebdo, l'émission dans laquelle on décortique ensemble l'actualité brûlante des marchés financiers, notamment de la semaine passée, dans laquelle on prépare notre semaine qui vient. Donc accrochez-vous, on a beaucoup de choses à voir. On va parler d'inflation, de banque centrale, de tensions géopolitiques, d'indices qui continuent de s'enfoncer, bien que c'est un petit peu mieux sur cette fin de semaine. Alors j'enregistre la vidéo, nous sommes vendredi à 17h30, donc les marchés n'ont pas clôturé, mais enfin bon, à ce moment-là de la semaine, il y a suffisamment de quoi faire le bilan. Et on verra également que du côté de la crypto, c'est pas la fête. Je vous parlerai également de quelques actions, notamment de Oracle, Adobe et Tesla en cette fin d'émission. On a du lourd à couvrir, alors on ne tarde pas plus, c'est parti. Merci à tous ceux qui likent la vidéo, à ceux qui s'abonnent et qui activent la petite cloche pour ne rien manquer des futures émissions. Côté macroéconomie, première grosse information de la semaine, l'inflation qui commence, j'ai envie de dire, enfin à donner des signes d'accalmie. Du côté des États-Unis, l'indice des prix à la consommation, vous ne l'avez probablement pas loupé, a grimpé de 2,8% en février contre 3% sur le mois de janvier. Du côté de l'Europe, alors on est toujours dans cette tendance baissière puisque l'inflation ralentit de plus en plus. Alors, elle ralentit. Disons que l'inflation continue d'augmenter, mais moins vite que ce qu'on a pu connaître par le passé, puisqu'on est à 2,4, ce qui se rapproche d'ailleurs du fameux objectif des 2%. Donc clairement, tout cela alimente l'espoir d'un futur assouplissement monétaire. Mais vous allez le voir, tout ne s'est pas vraiment passé complètement comme souhaité. Jérôme Powell a qualifié l'économie américaine en bonne santé et ça a clairement, laissé entendre que avant de toucher au taux, bah, fallait que l'économie, entre guillemets, «se casse la binette». En tout cas, on a de la marge. Donc en Europe, la BCE, elle a continué de baisser ses taux. C'était la semaine dernière de 25 points de base, qui avait ramené d'ailleurs le taux de dépôt à 2,5. Mais Christine Lagarde, elle reste super prudente en raison des incertitudes géopolitiques, des dépenses de la défense. Elle a quand même admis que l'avenir est assez flou. Et je pense qu'elle n'avait pas trop besoin de prendre le micro pour qu'on s'en aperçoive tous ensemble, puisque effectivement, d'un point de vue de la géopolitique et de manière plus large commerciale, la tension a continué de monter. Déjà, on a Donald Trump qui a lancé des tarifs douaniers tous azimuts. Ça fait depuis qu'il est à peu près à la tête de son mandat qui nous a habitués à cela. Et on a notamment eu une taxe de 200% sortie de son chapeau cette semaine qui pourrait frapper les vins et les spiritueux européens. Et forcément, certaines actions, et je pense notamment du côté de Pernod Ricard, eh bien, ont subi un peu la foudre sur les marchés. De l'autre côté, l'Union européenne promet des représailles. Bref, ça sent encore une fois l'escalade commerciale. Alors, si c'est pas l'escalade commerciale, en tout cas, ça rassure pas parce que c'est très incertain et ça amène de la tension qui est, à mon sens, un peu inutile et qui empêche, en tout cas pour le moment, les marchés de rebondir. Alors maintenant, du côté de la situation géopolitique et si on se tourne du côté du conflit Russie-Ukraine, on avance doucement. Moscou est d'accord en principe pour un cessez-le-feu de 30 jours, mais les conditions rendent tout accord rapide assez improbable, ce qui laisse entendre, bien évidemment, qu'on va encore avoir des phases de négociation et que c'est pas en tout cas pour tout de suite, même si on n'est pas à l'abri qu'une décision soit prise. Du côté de la Chine, on a des craintes entre les taxes douanières et la pression que souhaite mettre Donald Trump. Celle-ci freine ses achats de pétrole russe par peur des sanctions. Autant vous dire que l'ambiance sur les marchés, c'est toujours pas au beau fixe. Et puisqu'on parle des marchés, eh bien parlons un petit peu de ce qui s'est passé d'un point de vue stats, où rapidement deux chiffres avant de passer sur les graphiques, moins 10% du côté du SP 500 depuis ses plus hauts et moins 14,2 du côté du Nasdaq. On n'est pas loin des moins 20% qui, généralement, sont synonymes de bear market, lorsqu'on regarde ça sur les indices. Donc ça reste dans une dynamique de correction pour le moment. Pour moi, on est clairement dans les tendances baissières à court terme, mais si on regarde le moyen long terme, bon, on reste quand même globalement haussier. Bon, ça commence à craindre, on va pas se mentir, mais on va aller voir ça tout de suite sur nos graphiques. On se retrouve donc sur les contrats à terme, donc les contrats futurs du S&P 500 où on voit bien effectivement qu'on a une phase de distribution ici qui s'est bien mise en place. On a cassé déjà la semaine passée et donc, on a enfoncé des niveaux. Nous, lundi matin, on avait un plan avec les membres que j'accompagne. D'ailleurs, j'en profite pour faire une mini pub sur le S&P 500. Enfin, pas vraiment sur le S&P 500, mais sur plutôt mon programme avec mon émission du lundi. Dimanche, je vais envoyer un mail avec une offre que j'ai encore jamais faite sur l'émission du lundi. Donc, si ça vous intéresse, il y a simplement à vous inscrire dans la newsletter. Je vais vous mettre le lien en description de cette vidéo. Vous vous inscrivez, vous recevrez l'offre. Le lundi, qu'est-ce que je fais? Je partage tous les lundis matins à partir de 8h30. Je fais un live dans lequel je partage mes plans d'analyse technique, tous mes plans de ce que je vais travailler exactement en détail. Bien évidemment, j'apporte des tips aussi sur comment aborder le trading. Ça va vous coûter 3 fois rien. Donc, si ça vous intéresse de venir progresser un petit peu chaque lundi matin, n'hésitez pas à le faire. Vous allez me dire, oui, mais Ricky, à 8h30, moi, j'emmène les enfants à l'école ou, je suis en direction du boulot. Bien, rassure-toi, tout le monde est pareil. Il y a 95%
92% des personnes que j'accompagne dans ce live qui travaillent également et donc qui regardent cette émission en replay. Elle se consomme très bien à midi ou le soir et également même à partir du mardi ou du mercredi, puisque c'est des plans et des grosses zones qu'on cherche à travailler. Je ne vais pas t'apprendre à trader, hein, bien évidemment, lors de ce live. Le but, c'est d'animer un live pour les membres que j'accompagne déjà sur des programmes avancés, mais plutôt de te donner les grandes directions. Et on travaille tous les indices européens, américains et autres. Si ça t'intéresse, inscris-toi sur la newsletter et je t'enverrai du coup une proposition pour nous rejoindre à prix cassé pour les prochains mois. Concernant le S&P 500, puisqu'on parle de prix cassé, bah, on a la zone des 0,5 de Fibonacci qui avait lâché. C'était la zone qu'on essayait de vendre pour aller chercher les 0,618 plutôt pour les day traders. C'est plutôt bien passé de ce côté-là. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour la semaine prochaine? Je détaillerai ça, mais probablement effectivement essayer de travailler la zone de rebond. Il y a deux zones qui m'intéressent pour repartir à la vente, puisque nous ne sommes plus dans une dynamique haussière, donc je ne cherche plus en trading, j'entends bien, je ne cherche plus d'achat et on a la zone des 0,5 ici qui peut être intéressante ou également la zone des 5800 et aller reviser bien évidemment les derniers plus bas du coup de cette semaine. Si on se cherche à être dans les achats, il faudrait vraiment avoir une grosse phase de consolidation peut-être sur les premiers jours de la semaine prochaine et sortir par le haut pour aller chercher cette zone. Mais tant qu'on reste sous cette zone, je ne cherche pas des achats vraiment dynamiques, en tout cas sur la partie day trading. Comme on le disait tout à l'heure, même si c'est sur les indices et que là je suis sur les contrats à terme, regarde bien, effectivement, le marché a baissé de quasiment 10%. Il est en train de reprendre un peu. On est à moins 8% depuis les derniers points hauts du côté du S&P 500. Jetons un coup d'œil maintenant du côté du Nasdaq pour voir ce que ça donne. Si je clique, c'est toujours mieux. Ça marchera mieux. On a un joli rebond en cours, hein, moins 2%, on le voit. Il y avait il y a un élément dont je parlerai lundi qui est intéressant, qui peut amener, ceci dit, un signal d'achat sur le S&P 500. J'en parlerai lundi avec les personnes que j'ai en live. Ici, du côté du Nasdaq, on a la zone des 0,618. Alors, pardon, je suis allé un peu vite. La zone des 0,618, c'est de cette dernière impulsion depuis août 2024, hein, le dernier rallye haussier qu'on a fait. Bon, on l'a retracé avec Fibonacci. Pareil, 0,5 cassé, on va chercher les 0,618. Les 0,618 bloquent un petit peu. Moi, mon plan pour la fin de semaine, c'était d'attendre une cassure ici enfin pour ce aujourd'hui plus exactement, c'était d'attendre une cassure effective du plus bas d'hier. On voit que ça s'est pas du tout produit, donc c'était un plan simulé que j'ai partagé avec les membres que j'accompagne. Il s'est pas produit, bien évidemment, on évite de rentrer et on ne part pas à l'achat parce qu'on voit que ça monte, ça fait trois bougies vertes. Non, la dynamique pour moi elle reste baissière. Cependant, on a quand même effectivement une petite zone, c'est ce que je vous parlais d'accumulation sur le S&P 500 juste avant, qui peut être intéressante et pourquoi pas essayer de la travailler à partir de lundi pour jouer des rebonds avec des zones, par exemple, très court terme, hein, cette petite zone ici sur les 20 200. On voit que c'est une zone qui avait fait un peu polarité, ou alors pour les plus ambitieux et les plus gourmands, eh bien, aller rechercher cette grosse zone daily ici qui traîne et qui avait permis, je vous le rappelle, de retourner les graphiques. On jette également un coup d'œil du côté du DAX parce que j'ai pas trop parlé des graphiques européens, mais il reste malgré tout très intéressant. Les valeurs défensives aident bien évidemment à soutenir les cours, notamment je pense à Rheinmetall du côté de l'Allemagne, mais on a aussi d'autres entreprises très performantes dans le secteur de la défense. J'ai fait une vidéo il y a une semaine ou deux, il y a une semaine à peu près, sur 5 actions très intéressantes, dont Rheinmetall d'ailleurs, dans le secteur de la défense. Si ça vous intéresse, je vous invite à consulter les vidéos sur la chaîne. Mais on a bien effectivement ici cette zone sur laquelle on est en train de bloquer là en ce vendredi soir. Ça sera assez intéressant de voir si effectivement on a la capacité de la recasser parce que tout simplement, je pense, je ne veux pas m'aventurer, mais j'ai gros fort à parier que ça confond avec les 0,618. Exactement, c'était la zone qu'on avait identifiée également. C'est le travail qu'on fait le lundi, hein, c'est de être capable d'identifier des grosses zones qui peuvent servir soit de blocage, soit d'objectif, soit de prise de position. Et donc, ça nous permet à partir de là d'établir des plans et ça nous aide évidemment à performer sur le long terme, puisqu'on n'a pas raison, bien entendu, toutes les semaines. Sinon, la vie serait si belle. Voilà. Donc, voilà un petit peu mon idée du côté des indices, enfin, où est-ce qu'on en est. On est ici sur une grosse résistance. En tout cas, je ne suis pas un grand fan de travailler le DAX, mais on est quand même sur un actif qui est très haussier. Et si on casse ce 0,618, bah, j'accompagnerai la tendance sur du petit swing ou en tout cas du day trading dynamique si on trouve des belles choses à faire pour la semaine prochaine. On passe du coup du côté des matières premières et bien évidemment comment ne pas parler du gold avec un record historique, 3000 $ la once, plus 28% sur un an. Record vraiment très intéressant et d'ailleurs je fais un petit clin d'œil à mon ami Paul qui m'a parlé sur le canal Telegram, hein, d'ailleurs que vous pouvez rejoindre ce canal, il est ouvert à tous. J'en profite pour dire que cette présentation sera également mise à votre disposition bien sûr de manière totalement offerte, gratuite, ce que vous voulez. Simplement, Paul me disait: «Mais je comprends pas, je suis en train de voir, regarder un peu ce qui se passe et tout le monde se met à vendre alors que moi je suis à l'achat». Alors bien évidemment, hein, on aurait pu se tromper. Moi aussi, je lui disais à Paul: «Bah, moi je suis plutôt aussi acheteur, hein, vu le contexte et vu la tendance, bah, continue de croire en ce que tu vois et ferme les oreilles, ferme tout ce que tu veux parce que le marché
marché, ben, enfin, en fait, surtout sur les réseaux, c'est pas vraiment le marché en réalité. Beaucoup de gens, eh bien, refusent de voir des choses qui montent, qui montent, qui montent et sont contre à rien, hein. C'est le principe, ça a trop monté, donc ça va corriger. Alors oui, un jour peut-être, mais encore une fois, on a 2 beaux exemples ici. Quand on pense que c'est trop sur le gold, bah, finalement, il continue de monter. Quand les États-Unis ont estimé que c'était trop, tout le monde voulait vendre en souhaitant le crack. Et maintenant qu'il y a Donald Trump qui est passé au pouvoir, bah, tout le monde s'est dit: «Ah bah non, finalement, c'est une super nouvelle». Et finalement, bah, depuis qu'il est là, on est plus sur des niveaux historiques, on est plus bas, on a corrigé assez fortement. Donc, on voit que la psychologie, elle est assez intéressante à regarder. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai aussi pris part de profit sur mes bitcoins, parce que tout simplement, encore une fois, hein, tout le monde parle de bull run, de bull run, de bull run, ça va aller jusqu'à je ne sais trop où. Pensez à vous payer, pensez à bien évidemment prendre des profits, parce que quand les marchés sont tous OK dans la même direction, bah, c'est souvent là que quelque chose se passe. Et on a eu plusieurs fois la preuve sur ces derniers mois. On va aller regarder ce graphique du gold parce que j'ai d'autres objectifs que je vise à moyen terme. Je vais vous en parler dans un instant. Il y a simplement pour le pétrole, pour les amateurs, de l'or noir. Cette fois-ci, eh bien, le Brent tourne autour actuellement de 70 $, quand le WTI, lui aussi, est entre les 66 et 67 $. Nous voici donc sur le gold, hein. Vous voyez cette sorte de range qu'on avait identifié depuis le 11 février. Bon, là, c'est plus ou moins un range en réalité, mais on a quand même un beau niveau de polarité qui ressemble un petit peu à un mid-range malgré tout, sur lequel eh bien, il y a eu pas mal de combats. Nous, on n'avait pas très envie de travailler là-dedans. Je ne suis pas à l'aise à travailler dans les milieux de range, les zones comme ça où il n'y a pas de direction claire. Donc, on attend que ça explose. Ça a explosé, donc ça n'a pas été travaillé. Pardonnez-moi pour le petit trait. Et l'objectif maintenant, eh ben, c'est d'attendre un petit repli, parce qu'il y aura peut-être une prise de profit. Je suis sur les contrats à terme. J'ai deux objectifs, hein, pour tout vous dire. Ils sont relativement simples. Je vous expliquerai un peu plus lundi en détail pourquoi je pense cela et pourquoi je les vise. Mais grosse maille, mon premier objectif, ça sera les 3041. Mon deuxième objectif, ça sera les 3095. Si vous cherchez pourquoi j'ai défini ces objectifs, c'est simplement des reports comment dire, de range ou de mid-range qui vous permettent, eh bien, d'aller chercher ces objectifs. Il y en a un notamment qui est appuyé par une figure chartiste très très belle dynamique pour le coup. Et effectivement, la zone qui peut être intéressante à travailler à l'achat, ça serait cette zone des 2970 grosse mailles, hein, à peu près, avec un joli signal H4. H1 en repli et rebond pullback, et là essayer de continuer à travailler ça parce que pour le moment, bah, il y a de la dynamique. C'est un bah, en ce moment on peut pas dire qu'il y a pas de tendance, hein, sur les marchés. Il y a de la tendance haussière sur le gold, baissière sur les indices. Bien évidemment, il peut y avoir des phases de correction. Il ne faut pas confondre et acheter ou vendre n'importe comment. Il faut savoir travailler les bons niveaux, savoir prendre les bonnes opportunités. C'est pas parce que ça monte ou ça descend que c'est pour autant beaucoup, beaucoup plus facile. Il faut aussi savoir être sélectif et bien se positionner pour éviter les grosses erreurs. Du côté des entreprises, maintenant, on a Aura qui a publié des résultats un petit peu en dessous des attentes, mais qui a rassuré avec des perspectives de croissance boostées par quoi? Ah bah tiens, quand ça va pas, on en remet une couche, boostée par l'IA, puisqu'il prévoit une hausse de 15% des ventes d'ici 2026. Et donc l'action a repris après une petite correction 3,5%. Du côté d'Adobe, on a eu des résultats solides avec même d'ailleurs un record à 5,71 milliards de dollars de chiffre d'affaires, pas facile à dire, mais le marché a été déçu par des prévisions qu'ils ont jugées un petit peu trop prudentes. Résultat, le titre a corrigé sur cette fin de semaine. Et enfin, on a Tesla qui bah, continue de plonger, hein, pour tout vous dire. L'action a perdu 52% depuis son sommet de décembre et reste sous pression avec des tarifs douaniers, la baisse des ventes en Chine, l'incertitude autour d'Elon Musk. Bon bref, c'est pas glorieux. Et d'ailleurs, Tesla, j'en ai parlé dans une vidéo que j'ai sortie cette semaine également, où j'ai fait, par rapport au contexte actuel, j'ai fait une comparaison, si vous voulez, des 7 magnifiques, donc les 7 plus grosses sociétés américaines, Meta, Tesla, Amazon, Apple, Google, enfin, Alphabet, Microsoft, il m'en manque une, Nvidia. Et j'ai par rapport à leur business, je suis allé en fait prendre tous les rapports de 2024 de chacune de ces sociétés, et par rapport à leur chiffre d'affaires, d'où est-ce qu'il provient, et par rapport à leur activité, ben, j'ai mis en perspective deux choses, les risques avec la Chine et les risques de récession. Et à partir de là, eh bien, j'ai créé un classement par rapport à mon avis, et je vous invite à aller le voir et à me faire un retour dessus, sur quelles sont les entreprises qui risquent effectivement d'être le plus sujet à cette situation, enfin en tout cas à cette comment dire, perspective économique qui est quand même pas folle, et puis celles qui peuvent potentiellement le mieux s'en sortir. Allez la voir, je pense que c'est assez intéressant, ça peut peut-être vous aider à trouver des pistes de réflexion. Et puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah, n'hésitez pas à me le faire part, ça reste mon avis bien évidemment. Je ne considère absolument pas qu'il est parole d'évangile. Donc concernant Oracle, là on le voit, on avait une très belle tasse à vacances à l'époque qui avait magnifiquement été cassée. On avait fait un gap qu'on était venu combler. Alors là, pardonnez-moi, je suis en weekly, mais qu'on voit bien ici en daily, qui avait été comblé. Le pullback magnifique, accélération haussière. J'avais pris un trade là-dessus qui m'avait bien plu. Maintenant, attention, on reste dans une dynamique qui est globalement haussière, hein, sur le moyen long terme.
malgré tout, on le voit, il y a une petite zone qui a lâché ici, il faudrait la récupérer assez rapidement, ça serait pas mal. On voit du coup l'excès ici, suite au résultat. On voit donc ce double top qui s'est mis en place. Donc court terme pour moi, si on récupère le niveau ici, OK, pourquoi pas repartir en achat, sur le titre. Par contre, sinon attention, on a d'autres zones qui sont intéressantes à travailler pour moi sur Oracle, s'il y en a qui sont amateurs de ce type de société. C'est typiquement le type d'entreprise que j'affectionne particulièrement, hein, toutes ces entreprises un peu IT, sur lequel, eh bien, on va avoir ici 127 en niveau et il y en a un autre de niveau ici un petit peu intermédiaire qui peut être intéressant au niveau psychologique par ailleurs sur le niveau des 100. On va regarder Adobe également puisqu'elle a publié ses résultats et c'est toujours intéressant de voir. On voit que c'est un petit peu plus compliqué du côté des entreprises américaines. On en revient sur un énorme niveau de polarité, celui d'ailleurs qui avait permis, hein, de retourner la dynamique baissière qui s'était mise en place ici courant 2023, de relancer un petit peu. On n'a pas réussi à faire un nouveau point haut. Bref, il y a peut-être des opportunités aussi de ce côté-là. On aura un autre niveau de support. D'ailleurs, c'est là où ça s'était arrêté, hein, à l'époque où on avait corrigé, ça peut être aussi intéressant de pouvoir identifier ces différents niveaux dans le cas où certains souhaiteraient créer des lignes. Tesla, j'en ai pas mal parlé sur les émissions de la semaine précédente, mais également dans mes quotidiennes plus récemment. On parlait, alors je ne suis pas du tout fan de shorter, hein, ça c'est oublier ce setup. Je ne shorte pas les actions. C'est simplement quelqu'un qui me parlait pendant le live que j'ai fait jeudi. Est-ce que ça peut être une bonne idée de shorter une simulation ou autre, mais comme encore une fois, je ne shorte pas les actions, je ne fais que les acheter. Par contre, est-ce que je les achète toutes? Bien évidemment que non. Il y a encore moins du Tesla, vous le savez, si vous me suivez un petit peu, je suis absolument pas fan de ce secteur automobile. Je suis encore moins fan de l'entreprise Tesla qui, pour moi, n'a pas forcément d'excellents fondamentaux, en tout cas par rapport à mes critères de recherche. Et ce qu'on expliquait et ce qu'on voyait dernièrement, bah, forcément, il y aura des opportunités de rebond à un moment ou à un autre, mais ce qui m'embête, c'est d'avoir lâché vraiment ce gros niveau de polarité depuis qu'on est sous les 300. Bon, bah forcément, le contexte n'aide pas, bien évidemment, ce qui semble logique qu'on ait une correction de ce côté-là. Mais attention jusqu'à où ça pourrait aller, ça pourrait plonger beaucoup, beaucoup plus bas. Et je pense qu'on a des niveaux, effectivement, à partir des 100, 130, 145 même, hein, si on, en grosse maille, on pourrait être plus intéressant, je pense, à pouvoir éventuellement chercher un achat. Encore une fois, si vous estimez que c'est le moment d'acheter, pourquoi pas. J'en suis pas totalement convaincu, je vous inviterai pas à le faire, je fais pas de conseils en investissement, chacun est libre de prendre ses décisions, mais soyez quand même prudent de ce côté-là. On termine avec le Bitcoin et j'en profite pour vous inviter, si vous ne l'avez pas déjà fait, à liker cette vidéo. Si vous êtes encore là, c'est qu'a priori, vous aimez bien le contenu et je vous en remercie d'ailleurs. Donc un petit like pour me remercier pour tout ce travail et ce récap qui vous dure quelques minutes, qui peut peut-être vous aider. Je vous remercie par avance à tous ceux qui mettront le petit pouce en l'air. Du côté du Bitcoin, bon, bah, on est en dessous de notre niveau de polarité, on est 90 000. On avait vu cette bougie de rejet où on avait dit, OK, là, définitivement, hein, les achats, on oublie, on fuit, en tout cas pour ceux qui font du trading sur crypto, ce qui n'est pas mon cas. On voit que pour l'instant, la dynamique baissière se poursuit. Il n'y a pas du tout de retournement, daily, 4 heures, ce que vous voulez, ou en 4 heures, on pourrait éventuellement voir un tout petit W. Mais clairement, enfin, est-ce que vous pensez que ce tout petit W, d'ailleurs dites-le moi en commentaire, hein, pourquoi pas, va retourner tout le mouvement? Personnellement, c'est absolument pas le plan dans lequel je suis. Je pense qu'on va avoir encore un peu plus, encore un peu descendre du côté de la crypto. Je peux me tromper bien évidemment. D'ailleurs, quand je me tromperai, bah, je le dirai. Parce que ça, le marché aura suffisamment d'éléments techniques pour me dire: «Écoute mon grand, tu t'es trompé». Mais pour le moment, j'avais dit que j'étais pas fan, que je voyais pas un gros rallye haussier sur ce début 2025. Pour le moment, j'ai raison. Bien évidemment, ça se trouve ici, c'est le point bas, ça va repartir. Encore une fois, je continue de trader ce dans quoi je crois et surtout dans ce que je vois. Pas facile à dire et pour le moment, ce que je vois, c'est qu'on aurait un potentiel double niveau de résistance au cas où on reviendrait avec les 90 000 pour repartir plus bas. Je vois pas d'éléments qui viennent changer actuellement le marché et une reprise des acheteurs ici, j'y crois pas trop. Je trouve qu'on n'a pas encore eu suffisamment de gros volumes de ventes. Alors oui, on en a eu, hein, mais pas suffisamment. On n'a pas encore ce vrai pic de désespoir. Et bien évidemment, sur des cycles, ça se met beaucoup, beaucoup plus long que simplement quelques semaines, quelques mois. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont très euphoriques sur les cryptos, qui voient ça comme des opportunités de dingue. Je peux peut-être me tromper, mais ça me rappelle quand même beaucoup le cycle qu'on avait vu, tout ce qui s'est passé depuis 3, 4, 5, 6 mois, parce qu'il y en a certains qui arrivent un petit peu à la bourre, mais vraiment, ça ressemble pour moi à des choses dans lesquelles je suis absolument pas confiant. Ça reste mon avis, encore une fois, je peux me planter. Ne prenez pas pour sûr ce que je vous raconte, mais voilà, c'est mon avis. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun est grand et responsable. Je ne suis le père de personne ici et a priori de personne dans le monde, donc chacun prendra ses responsabilités. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce résumé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait, à vous inscrire sur la newsletter si vous voulez recevoir l'offre pour rejoindre lundi le groupe et avoir mes plans d'investissement, enfin, en tout cas de mes plans de trading plus exactement.
et moi, je vous retrouve dès lundi pour, eh bien, de nouvelles aventures. Bon week-end si vous m'écoutez le week-end et puis bonne semaine si vous m'écoutez un petit peu plus tard. Ciao, ciao.